Bonjour donc et bonsoir. Et pour ce dernier webinaire de l'année, alors là je précise, c'est décembre 2017, enfin novembre 2017, parce qu'au cas où vous écoutez ce webinaire en rediffusion en 2022, en juin 2022, ça risque de faire un petit peu bizarre. Donc pour ce dernier webinaire de l'année, j'ai pensé ou j'ai prévu de parler du problème des addictions. Alors, avant tout, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Malka, je suis psy, cognitif pour la plupart, hypnothérapeute. Et ça fait quand même quelques années que je travaille avec différentes choses. Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur mon site principal qui est sur malka.fr. Et là, il y a toute une partie qui s'appelle Qui et où est Cyril Malka. Et là, vous pourrez en lire plus sur ce qui est de moi. Pour ce qui est des addictions, j'ai quand même travaillé sur un projet européen à l'époque où j'habitais au Danemark qui s'appelait Back to Life. C'était un projet qui était en corrélation avec donc, le Danemark. C'est un projet danois à l'origine. Donc qui était avec le Danemark, l'Italie, la Grèce et la France. La France a laissé tomber en plein milieu du projet parce que ça leur coûtait un petit peu trop de sous. Et c'était donc un projet pour réinsérer les anciens toxicomanes dans la société. En fin de compte, il était question de personnes qui avaient perdu 10, 15, 20 ans de leur vie parce que pendant la période où ils sont dans les drogues, en fin de compte, ils vivent en marge de la société. Et il s'agissait de les réinsérer dans la société. C'était un projet super intéressant, ça avait duré 2 ans. J'avais donc conçu le projet psychologique pour la ville de Odense et nous avions donc 12 personnes qui étaient sorties de ce projet, c'est-à-dire qu'ils étaient clean lorsqu'ils en sont sortis. Donc nous les avons reçus quand ils avaient été désintoxiqués, mais donc il fallait les réinsérer. Et le problème que l'on a très souvent avec les personnes, justement les addicts, les personnes qui soient toxicomanes ou ce que vous voulez, c'est que en fin de compte, on les balance en cure de désintoxication, et puis on les désintoxique, ce qui est très bien, et puis après on les rebalance dans exactement le même environnement dans lequel ils étaient auparavant, et puis ils retombent dans le truc. Je peux en fin de compte, me frémir un petit peu en disant que sur les 12 personnes que j'ai eues, il y en a 11 qui s'en sont sortis très 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 bien, puisqu'ils ont eu travail, famille, et sont tout à fait adaptés aujourd'hui. La seule personne qui s'en est mal sortie, c'est parce qu'en fin de compte, lorsqu'il est sorti du projet, lorsqu'il est rentré dans notre projet, logiquement, il y avait un appartement pour chaque personne, de façon à ce qu'il soit plus ou moins autonome, et il n'y en avait pas pour lui. Donc, il est reparti chez des copains qu'il connaissait d'avant, et puis, donc, il est retombé dedans. Donc, j'ai travaillé aussi pas mal avec les addictions dures, et c'est ce dont nous allons parler, ou plutôt dans ce dont je vais parler dans ce webinaire, le dernier webinaire de l'année. Alors, addiction, lorsque l'on parle d'addiction, qu'est-ce que c'est? L'addiction, c'est en fin de compte aujourd'hui 2 choses. C'est la dépendance d'une substance ou une dépendance comportementale. Auparavant, lorsqu'on parlait d'addiction, on parlait d'addiction justement aux drogues ou à l'alcool ou éventuellement au tabac après un certain temps, mais on ne parlait pas trop de dépendance comportementale. C'est un sujet qui est venu un petit peu plus tard. Les dépendances comportementales, ça va être la dépendance aux jeux, que ce soit les jeux au casino, au poker, ce que vous voulez, ou que ce soit les jeux vidéo qui ont quand même été visés par plusieurs principes, par plusieurs institutions, justement parce qu'il y avait une certaine dépendance de ces jeux vidéo. Donc ce n'est pas nécessairement une dépendance d'une substance. L'addiction, ça peut être dépendance d'une substance
toxique, tout comme l'alcool, tout comme les drogues, tout comme la cigarette, mais ça peut être aussi d'une substance qui est considérée comme non toxique, comme le chocolat par exemple, ou une autre nourriture, ou ça peut être une dépendance comportementale, donc une façon d'agir, un jeu vidéo, le téléphone portable, les tablettes, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui, surtout chez les adolescents. Aujourd'hui, je vais essayer de couvrir le sujet d'une façon plus globale, justement, généralement que l'on l'utilise. J'espère y réussir en 30-40 minutes maximum. Je n'aime pas aller au-delà de ça parce que je n'aime pas fatiguer mon auditeur. Alors, déjà, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle une habitude ou une addiction. Parce qu'on peut parfaitement avoir une habitude à beaucoup de jeux vidéo ou beaucoup d'alcool, même à la limite, sans pour autant que ça devienne une addiction. Il y a une grosse différence entre ce qu'on appelle l'habitude et ce que l'on appelle l'addiction. Donc là, il faut définir déjà de quoi on parle. Alors, l'habitude, c'est un choix. C'est-à-dire que l'individu qui a une habitude peut choisir d'arrêter et peut s'arrêter s'il le veut. Je peux me prendre moi-même comme exemple. J'étais pendant, à partir de l'âge de 13-14 ans jusqu'à l'âge de, je devais être presque 30 ans, j'étais très gros fumeur. Mais vraiment gros fumeur. Je fumais 2 paquets de clopes par jour et puis la pipe si j'avais pas le temps. Donc je fumais vraiment beaucoup. Mais il n'empêche que c'était une habitude, c'était un choix. Par exemple, j'enseignais. Et dans ma salle de classe, bien entendu, on ne fumait pas. Et donc l'enseignement, la salle de classe, ça dure à peu près 1 heure. Et si on commençait à s'approcher de l'heure de la pause, il y avait plusieurs élèves qui commençaient à sortir leur clope d'une façon un petit peu pour montrer que maintenant il était temps de faire la pause. Personnellement, j'en avais rien à secouer parce que si moi, en fumant plus de 40 clopes par jour, je peux me retenir 1 heure, bah toi tu peux aussi. En fin de compte, c'était un petit peu une erreur de jugement parce que pour moi, la cigarette, même si c'était si c'était beaucoup, ça n'était qu'une habitude. Et au moment où j'ai choisi d'arrêter, j'ai pu m'arrêter. Donc, c'est un petit peu là où peut être la différence de comportement et de compréhension, c'est que ce n'est pas une question de combien on fume ou combien on boit, mais c'est autre chose. L'habitude, c'est un choix. La personne qui veut s'arrêter peut s'arrêter. J'aime bien me prendre un Ricard, j'aime bien me boire du vin, même des fois j'en bois un peu trop, on peut être parfaitement d'accord là-dessus, mais les périodes par exemple où on n'a pas eu de sous, où on était obligé de faire autre chose, bon il n'y a pas eu et puis c'est tout. Dans ce cas-là, c'est une habitude. L'addiction, c'est autre chose. L'addiction, il y a une composante psychologique, ou certains disent physiologique, qui disent que l'individu ne peut pas contrôler les aspects de l'addiction sans aide. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tout simplement s'arrêter, il ne peut pas tout simplement dire je veux plus, ou je peux pas, ou non, ça va, c'est fini. Il est quelque part un petit peu l'esclave de cette addiction. C'est de l'addiction dont je vais parler aujourd'hui parce que les habitudes, c'est quand même plus facile à rompre que les addictions. Avant tout, quels sont les signes qu'en fin de compte, on est victime, si on veut dire ça comme ça, d'une addiction plutôt que d'une mauvaise habitude? Alors, la première chose, c'est qu'il y a une dépendance de la substance. Alors là, c'est bien entendu si on parle de substances telles que l'alcool ou telles que la cigarette ou la drogue ou ce que vous voulez. Et donc les signes qui peuvent démontrer qu'il y a une certaine dépendance, ils peuvent être très différents. Tout dépend un petit peu de l'addiction que l'on a parce que certains signes sont bien spécifiques à ce qui est l'alcool ou à ce qui est la drogue ou à ce qui est le tabac, etc. Donc il peut y avoir certains signes dépendants de la substance, si substance il y a.
il y a une impossibilité d'arrêter. Alors ça, c'est un diagnostic, ou plutôt c'est un point qui a été donné par les médecins ou qui a été donné par les psychiatres. Et ce qui veut dire que ce qu'ils disent, c'est que si on a essayé d'arrêter au moins une fois, que ce soit de fumer ou de se droguer ou de ce que vous voulez, et qu'on ne le peut pas, et ben dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une impossibilité d'arrêter, qu'il y a un problème, qu'il y a des difficultés pour arrêter. Là, je peux voir que quelqu'un, Diana, me dit qu'elle ne voit rien. Elle me demande si le webinaire n'a pas commencé. Si, Diana, si vous pouvez nous entendre, le webinaire a commencé et puis la plupart des autres peuvent voir. Donc, apparemment, vous avez un problème d'ordinateur. Essayez de faire un rafraîchissement de votre navigateur. Ensuite, il y a quand on arrête ou quand on n'utilise pas la substance ou la chose dont on est addict, c'est-à-dire que même si on est addict aux jeux, aux tablettes, au sexe ou ce que vous voulez, il va y avoir des symptômes de manque. Ça peut être on est un peu lunatique ou on est très facilement irritable, très facilement frustré. On peut avoir des insomnies, on peut avoir des symptômes de dépression, d'angoisse, etc. Donc il y a des symptômes de manque. Si la personne démontre ou dénote de certains symptômes de manque, c'est que là, il y a dépendance. L'addiction va continuer même après certains problèmes de santé. C'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui fume beaucoup, et puis qui a constaté des problèmes de poumons, que ce soit des problèmes cancéreux ou que ce soit tout simplement des problèmes chroniques de poumons, eh ben, il va quand même continuer à fumer. Je me souviens à l'époque où je travaillais en hôpital, où je travaillais justement dans un endroit où il y avait des problèmes respiratoires. Vous aviez des patients, par exemple, qui avaient ce qu'on appelait, en tout cas en danois, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, qui s'appelait des optimistes. C'est un espèce d'appareil qui vous asperge qui vous ventile différents produits pour vous ouvrir les bronches. Donc c'est un petit peu un masque que l'on prend. Ça fait un bordel monstre d'ailleurs. Donc vous aviez des personnes qui étaient des gros fumeurs, qui avaient des gros problèmes de poumons, qui avaient des bronchites chroniques, est-ce que vous voulez. Eh ben, ils se prenaient un coup d'optimiste, ce qui durait généralement une dizaine de minutes. Puis après, ils sortaient dans les couloirs, ils se fumaient une clope, et puis après, ils ne pouvaient plus respirer, et puis ils revenaient, prenaient un coup d'optimiste. Donc, les personnes qui ont des addictions, même en fin de compte aux portes de la mort, même au moment où les choses vont vraiment très mal, eh ben, ils ne peuvent pas s'empêcher de continuer avec leur addiction. Bon, en théorie, on pourra dire que quand on arrive à ce point-là, généralement, il est difficile d'y faire quoi que ce soit, mais enfin bref. Ça va être des personnes qui ne vont pas hésiter à faire des sacrifices sociaux ou récréationnels. C'est-à-dire que, par exemple, si vous les invitez à un endroit, on fait une fête ici et là, etc., tu viens, mais c'est un restaurant, là, on a le droit de fumer, là. Ah bah non, on n'a pas le droit de fumer. Ah bah non, alors je viens pas. Ou alors qu'ils ne vont pas venir à une croisière en yacht parce que n'y a pas d'alcool. Enfin bref. Donc ils vont plus facilement sacrifier certaines qualités sociales ou certaines possibilités, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas suivre leur addiction. Ils vont en garder une réserve, c'est-à-dire qu'ils vont toujours avoir suffisamment de clopes ou suffisamment d'alcool ou suffisamment de ceci, de cela, autant que possible en tout cas, même s'ils n'ont pas de sous. C'est-à-dire qu'à la limite, si c'est en famille, il y aura de l'argent pour le jeu de papa ou il y aura de l'argent pour l'alcool de papa, même s'il n'y a pas d'argent pour mettre de la nourriture dans les assiettes des enfants. Et ça, peu importe de quoi on parle, que ce soit quelque chose d'une substance ou tout simplement de jeu ou de ce que vous voulez. Ce sont des personnes qui vont oser, qui vont prendre des risques,
Ça va être des risques de voler éventuellement de l'argent ou des choses pour se procurer ce qu'ils veulent, ou qui vont même proposer des services sexuels afin de pouvoir jouer leur jeu ou de pouvoir se payer leur cam. Ils en ont besoin pour régler leurs problèmes. Alors, si c'est une personne qui est par exemple dépendante de l'alcool ou de la drogue, ça va être une personne qui, pour pouvoir surmonter certains de ses problèmes, va avoir besoin d'avoir bu pas mal ou d'avoir pris plusieurs pipes de hache avant de pouvoir survivre ou surmonter certains des problèmes du quotidien. Et généralement, ils ne surmontent pas, ils ne règlent pas leurs problèmes, mais c'est plutôt un genre de fuite. Si c'est une personne qui plutôt est du côté du jeu, alors là je parle du jeu genre casino, ça va être une personne qui va espérer ou vouloir utiliser le jeu pour régler ses problèmes d'argent, les problèmes de dette dans lesquels il s'est mis généralement à cause du jeu, et ça va être son échappatoire. Si c'est une personne qui joue des jeux vidéo ou qui est dépendante de tablettes ou de ce que vous voulez, ça va surtout être, et ça c'est surtout dans les jeux vidéo de rôle, ça va être une personne qui va se prendre une personnalité dans un jeu ou dans une autre dimension pour pouvoir s'en sortir ou pour pouvoir vivre ou survivre certaines choses qu'il ne peut pas vivre dans la vie actuelle. Donc en fin de compte, l'addiction, ça va être un besoin de la chose dont on est addictif pour pouvoir croire, si on veut dire c'est comme ça, qu'on règle certains des problèmes que l'on a. En fin de compte, on ne les règle pas parce que c'est une fuite d'une façon ou d'une autre, mais c'est donc dans ce cas-là, la chose dont on est addictif joue ce rôle de régleur de problèmes. Ça en devient une obsession, généralement, c'est-à-dire qu'on y pense beaucoup, on y pense souvent. Si c'est par exemple l'addiction à la drogue, on va prendre le temps entre les shoots, on va prendre le temps de s'imaginer ou d'essayer de voir comment on peut se procurer le prochain shoot. Si c'est un jeu vidéo, on va en parler avec les copains, on va ne penser qu'à ça, même quand on est à l'école ou ce que vous voulez. Quand on est au jeu, etc., c'est des choses dont on pense même quand on est au travail. Enfin bref, c'est une obsession, c'est quelque chose dont on pense constamment. Ça nous mène vers une certaine solitude. Et là, j'ai mis entre parenthèses « voir secret » et j'ai oublié un « e » à la fin de « voir ». Je suis désolé. Mais c'est en fin de compte quelque chose très souvent que l'addict, il est seul sur son coup et donc il va se mettre à part de la société ou à part de la famille, ou il va se retirer un petit peu du reste de l'environnement et il va éventuellement boire en secret, fumer en secret, jouer en secret, cacher les trucs. Enfin bref, c'est quelque chose qui peut très souvent être fait tout seul. Le plus souvent, il y a aussi un déni de la situation, c'est-à-dire que la personne qui est addicte va en premier lieu nier qu'elle a un problème. Non, je suis désolé, je n'ai pas de problème, les choses vont bien, tout va très bien, non, ce n'est pas un problème, je peux arrêter quand je veux, etc., etc., même si on peut voir que ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une consommation excessive. C'est-à-dire que quand, par exemple, si on est à un dîner ou même à une fête, si on boit de l'alcool, on va prendre son verre et on va boire. La personne qui est addicte et qui est alcoolique, par exemple, et qui est addict alcoolique, va plus facilement, le temps que vous buvez une gorgée de bière, lui, il va siffler la moitié de la bouteille. Vous buvez votre deuxième gorgée, il va siffler la deuxième moitié de la bouteille. Ça va être une consommation très excessive, très rapide, beaucoup de choses. Et si on parle de jeu ou ce qu'on veut, ça va être également un besoin ici et maintenant d'avoir toute cette motivation et tout ce qui se passe. Ça va être une consommation qui va paraître un peu bizarre vu de l'extérieur. On va voir que ce n'est pas naturel. Ces personnes risquent éventuellement d'arrêter s'ils avaient des hobbies, par exemple s'ils lisaient beaucoup
ou si, je ne sais pas moi, s'il faisait du sport ou aller jouer avec les copains, ce que vous voulez, il va y avoir un espèce d'arrêt de hobby, un arrêt d'activité qui auparavant pourtant était actuel et était très utilisé. Il va y avoir le principe de cachette. Très souvent, les addicts vont, si c'est d'une certaine substance, eh ben, ils vont cacher une réserve à des endroits un petit peu inimaginables, un petit peu bizarres, un petit peu partout, pour être sûr de pouvoir utiliser ces différentes choses. Et donc, généralement, il va y avoir une prise de grosse dose qui va aller plus de plus en avant. Et ça, c'est que l'on parle de substance ou autre chose. C'est-à-dire qu'une personne qui est addicte à la drogue va commencer par prendre une certaine dose et les doses vont aller en augmentant. Les personnes qui jouent des jeux, que ce soit des jeux de rôle, des jeux ordinateurs, ce que vous voulez, ça va être la première fois 1 heure, 2 heures par jour, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, etc. Donc en fin de compte, c'est toujours en grosse dose. Et ça peut aller, alors ça c'est surtout les personnes qui ont un problème avec les substances, ça peut aller jusqu'à avoir des problèmes avec la loi parce qu'ils ne vont pas se gêner pour conduire totalement beurré ou totalement pété ou ce que vous voulez. Et donc très souvent ils peuvent avoir des problèmes avec la police ou la loi de manière générale. Et puis bien entendu, viennent très souvent certaines difficultés financières parce que justement l'addiction vient toujours en premier lieu et que ce soit, enfin, que l'on parle d'addiction d'alcool, de drogue ou que l'on parle d'addiction de jeux ou que même de jeux vidéo ou de tablettes, les difficultés financières arriveront parce que vous allez avoir des personnes qui vont préférer jouer à leurs jeux sur Internet plutôt que d'aller travailler. Ils vont donc téléphoner et se porter pâle et puis pas aller bosser. Ou alors tout simplement parce que l'addiction qu'ils ont coûte beaucoup d'argent, que ce soit les drogues ou de l'alcool ou des cigarettes, et donc peuvent les mener dans des difficultés financières assez importantes. Et donc de là, très souvent, il y aura des problèmes relationnels, que ce soit l'une ou l'autre des addictions, puisque la personne est totalement dans son truc, que ce soit l'alcool, la drogue, les jeux ou ce que vous voulez, eh ben, il n'y a pas de place pour la famille, il n'y a pas de place pour la relation, et donc il y aura des problèmes relationnels. Alors maintenant, il est important de voir un petit peu quand on parle d'addiction, que ce soit une addiction à une substance ou à quelque chose de plus virtuel, comme la télévision ou les jeux vidéo. Quand est-ce qu'en fin de compte on parle d'addiction? Est-ce que l'on parle d'addiction si une personne boit beaucoup d'alcool? Est-ce que l'on parle d'addiction si la personne regarde beaucoup la télévision? À l'époque, quand j'étais petit, du fait des relations familiales qui étaient totalement pourries, moi j'étais toujours dans ma chambre en train de lire des bouquins. Est-ce que c'était une addiction? Est-ce que c'était une fuite? Quand est-ce qu'on parle d'addiction et quand est-ce que l'on parle de mauvaises habitudes et quand est-ce que l'on parle de surutilisation? Quand est-ce que l'on parle de... on utilise un petit peu trop. Et en fin de compte, pourquoi est-ce que certaines personnes deviennent addictes et d'autres non? Ça, c'est la grosse question. Parce que, est-ce que c'est une question de substance? Ce qu'on a vu, par exemple, c'est que dans plusieurs cas, par exemple, à l'époque de la guerre du Vietnam, lorsque les États-Unis étaient en guerre donc avec le Vietnam, beaucoup de soldats américains utilisaient énormément de cocaïne. C'était quelque chose qui a été utilisé généralement très souvent pour supporter tout simplement les conditions de vie et ce qui s'y passait. Et lorsque la guerre du Vietnam a fini et que donc tous les Yankees sont revenus à la maison, en fin de compte, seulement 4% d'entre eux, de tous les utilisateurs, sont devenus addicts. Ça veut dire que 96% s'en sont tirés sans mal. À un moment donné, à l'époque, l'héroïne et la cocaïne étaient totalement utilisables et étaient légitimes. C'était tout à fait normal de les utiliser au XIXe siècle. Freud utilisait de la cocaïne régulièrement. Enfin bref, c'était totalement légitime. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des problèmes vis-à-vis de ça et que ça a été interdit. Et néanmoins,
plus de 90% des personnes qui utilisaient de la cocaïne ont tout simplement arrêté. Alors, est-ce que la substance en elle-même a une importance? Pour aller un petit peu plus loin là-dedans, j'aimerais parler d'une recherche qui a été faite à l'époque, dans les années 60, à l'université du Michigan, où ils avaient utilisé donc des rats de laboratoire, qu'ils avaient mis donc dans un endroit où ils avaient les rats. Et donc dans cet endroit, dans cette pièce, il y avait divers petits appareils avec des petites pédales qui faisaient que les rats pouvaient s'administrer une dose de cocaïne, je crois que c'était, tout simplement en appuyant sur les pédales. Et donc ils ont constaté, en faisant cet essai, que alors il y avait différentes drogues, il y avait de l'héroïne, la cocaïne, des amphétamines, enfin bref, c'est un petit peu le paradis des junkies là-dedans. Et donc les rats ont commencé par hasard à appuyer sur le levier et à se prendre une petite dose, et puis ils se sont rendus compte que les animaux avaient une tendance, une fois qu'ils avaient eu cette dose, à en reprendre une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et à de devenir addicts. Donc de là, on a tiré la conclusion que la substance en elle-même pouvait mener à une addiction, tout simplement parce que les gens, ou parce que dans ce cas-là les rats, une fois qu'ils avaient eu leur première dose, une deuxième dose, une troisième dose, ils devenaient accros tout simplement à ça. Et il a fallu attendre les années 70 pour qu'un chercheur qui s'appelait Alexander a pris le principe de ce qu'on a appelé Rat Park Study, c'est-à-dire le parc du rat, l'étude du parc du rat. D'après lui, rien que le fait que les animaux prennent la substance et la reprennent, ce n'était pas suffisant. D'après lui, d'après Alexander, les conditions de vie du rat étaient également importantes. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une colonie pour les rats qui était 200 fois plus spacieuse que la colonie dans laquelle la première étude a été faite, donc où les rats n'étaient pas aussi serrés, où il y avait de meilleures conditions de vie, etc. Et puis il a mis exactement les mêmes trucs, les mêmes machines, et entre autres des machines qui non seulement donnaient de la cocaïne, l'héroïne, etc., mais d'autres qui donnaient de l'eau, tout simplement. Et il s'est aperçu qu'en fin de compte, les rats qui utilisaient de la morphine, c'était vraiment un pourcentage très petit de la population de rats qui était sur l'endroit. Et ce qui a été encore plus intéressant, c'est qu'il a pris certains des rats qui avaient été utilisés dans la première étude et qui étaient donc accros à différentes substances et qui les a mis dans ce rat park. Et en fin de compte, ces rats ont arrêté totalement d'utiliser l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines, enfin bref, ce qu'ils utilisaient, pour se contenter tout simplement de prendre de l'eau. Donc, de là, la question, la substance peut avoir bien entendu une importance, mais apparemment, ce n'est pas ça qui est le point le plus important. Le point le plus important, c'est la relation que l'on a avec ceux dont on dépend. C'est-à-dire les choses que nous, en tant que personne, on met dans cette relation, on met dans cette dépendance. Bien entendu, l'alcool a un effet sur notre organisme. Bien entendu, le tabac et les drogues ont un effet sur un organisme, mais ce n'est pas le principe essentiel et ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la façon dont on se comporte ou l'importance que cette chose ou que cette addiction a pour nous.
Maintenant, je peux voir qu'il y a déjà une demi-heure qui est passée, donc je crois que ça ne va pas être le dernier webinaire de l'année. Je vais continuer mardi prochain, donc pour ce webinaire. Mais donc pour finir cette première partie, j'ai quelques questions, donc je vais répondre. La première, c'est donc de Sabine. Comment anticiper les addictions auprès des enfants? Exemple, addiction au téléphone, aux jeux vidéo, cigarettes, drogue. D'abord, ils font comme tous pour découvrir parce que c'est la mode. Et ensuite, ils n'arrivent pas à s'autodiscipliner. Où est la limite entre la découverte des interdits, l'expérience à l'adolescence, par exemple, l'influence des copains et l'addiction? Comment prévenir pour aider pour que l'enfant ne bascule pas dans l'addiction quand tu dis tu joues trop, etc. Il est dans le déni. Merci à vous. Alors là, c'est beaucoup de questions pour une fois. Certaines de ces questions seront répondues dans le prochain webinaire, donc mardi prochain. Attention, pas dans 15 jours, mardi prochain. Mais en règle principale, les enfants et les ados n'arrivent pas à s'autodiscipliner parce qu'on ne leur a pas appris. Ce n'est pas inné à l'enfant de s'autodiscipliner. Ce n'est pas le rôle de l'enfant de s'autodiscipliner, c'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents de mettre des limites dès le départ à ce qui est utilisation de ceci ou de cela, d'Internet, de tablettes, de téléphone. C'est votre responsabilité en tant que parent. Ça n'est pas le rôle de l'enfant à s'autodiscipliner. C'est une idée un petit peu freudienne et un petit peu 68 art de s'imaginer que les enfants vont trouver eux-mêmes les limites, etc. C'est faux. Les limites, ce sont les parents qui les donnent, ce sont les personnes qui sont responsables des enfants. Si ce n'est pas les parents qui les donnent, ce n'est pas l'enfant lui-même. Donc c'est à vous, dès le départ, de mettre les limites en disant, écoute mon pote, l'alcool, c'est non, les drogues, c'est non, la tablette, c'est jusqu'à 22h ou 19h, ou peu importe, ça dépend un petit peu des règles que vous voulez mettre. Internet, c'est jusqu'à telle heure le week-end, jusqu'à telle heure en semaine parce que tu as école, etc., etc., etc. C'est à vous, au départ, de mettre la limite pour l'enfant. Pour ce qui est des autres questions, par exemple, pour prévenir ou comment aider, etc., ça, j'y viendrai donc dans la deuxième partie de ce webinaire. J'ai une autre question de Béa. Je suis marié depuis 35 ans avec un homme qui passe d'une addiction à l'autre. Il y a 2 ans, il m'a avoué se reconnaître comme addict sexuel. Aujourd'hui, il est adepte du New Age et bien sûr tous les excès possibles. Lui dit qu'il est guéri de ses addicts, mais il est dans un déni total. Que puis-je espérer? Si ce que vous me dites est parfaitement en adéquation avec la réalité, vous ne pouvez pas espérer grand-chose parce que apparemment, il dit qu'il est guéri de ses addictions et il ne l'est pas, donc il est toujours dans le déni. Et tant qu'il y a déni, il n'y a pas de solution possible. Il faut que la personne qui est addicte, peu importe à quoi, admette son addiction avant de pouvoir y faire quelque chose. Et l'addiction, comme on verra dans le prochain webinaire, donc dans la deuxième partie de ce webinaire, et l'addiction, la personne qui est addict ne peut pas s'en tirer toute seule. Il ou elle va avoir besoin d'une aide extérieure, que ce soit un psy ou autre chose. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait miroiter un webinaire qui en fin de compte prend un petit peu plus de temps que j'avais prévu. Donc on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, sans faute, à la même heure. Et puis pour la deuxième et dernière partie de ce webinaire. Alors, bonne soirée, à bientôt, au revoir.